Bienvenue dans notre rubrique Aéronautique et Marine présentée par Catherine Loubet. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps depuis la tour de contrôle historique, véritable patrimoine, la tour de contrôle de l'aéroport du Bourget. Eh bien écoutez, devinez, chers auditeurs, où nous nous trouvons, à la hauteur du ciel, avec comme horizon le ciel encore, rien que le ciel, d'un magnifique bleu aujourd'hui, avec quelques beaux nuages blancs, et aussi un peu de gris parce que la pluie va arriver, mais c'est magnifique. Nous avons un horizon bleuté, nous voyons des oiseaux, et surtout des avions, puisque nous sommes dans la tour de contrôle, l'ancienne tour de contrôle du musée de l'air et de l'espace, au 4e étage, donc au dernier étage, à la vigie. Et nous allons aujourd'hui justement vous conter et remonter le temps de l'historique du Bourget, en fait de l'aéroport du Bourget, tant militaire que commercial, et jusqu'à nos jours, puisque maintenant on peut toujours y voir les avions, c'est ce qui est magnifique, un musée, un aéroport, les pistes, là devant nous par exemple, on a l'Airbus A380, on a le Boeing 747 Air France, on a la fusée Ariane, on a un avion de ligne là, qui va décoller bientôt, on a les Falcon aussi qui vont décoller, qui arrivent, c'est magnifique. Alors, tout ça pour vous dire, je suis en présence de notre fidèle ami et guide, en tout cas radiophonique très souvent, c'est monsieur Alain Roland, qui est président également de l'association des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace du Bourget, et qui va aujourd'hui nous conter cette grande aventure aussi qu'est l'aéroport du Bourget. Bonjour, monsieur Alain Roland. Donc effectivement, le Bourget, c'est un aéroport mythique qui est très lié à l'histoire de l'aviation, particulièrement française, mais pas uniquement. C'est un terrain qui est toujours actif de nos jours. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des avions qui arrivent et qui partent en permanence. Ici, on voit un A320 version affaires qui est en train de se garer. À côté, il y a un 737 qui est prêt au décollage, toujours pareil, version affaires. Pourquoi ? Bien parce que le terrain du Bourget maintenant est consacré pratiquement uniquement au trafic affaires. Et aussi on voit un peu plus loin un avion officiel des États-Unis, donc un Boeing 757 de l'armée des États-Unis aux couleurs de la présidence américaine. Donc c'est sur ce terrain que viennent quelquefois les avions qui ont besoin d'une certaine discrétion. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'être visible de tous à Roissy ou à Orly. Donc quand il y a par exemple des visites officielles américaines, présidentielles, c'est entouré d'un grand luxe de précautions, de matériel. Ils font venir des voitures blindées, des hélicoptères, etc. Mais ça se pose ici, ça ne se pose pas ni à Roissy ni à Orly. Donc ça c'est le rôle de l'aéroport du Bourget actuellement, et donc c'est le premier aéroport d'Europe pour le trafic aviation affaires. Donc là, en remontant dans le temps, les derniers avions de ligne qui étaient présents ici ont arrêté leur activité pour être transférés soit à Orly, soit à Roissy en fin 81. En 1981, c'est la fin des activités de ligne, et le Bourget, on va le voir, c'est aussi au départ un terrain militaire. Et donc là, les derniers militaires quittent la zone en 2011. Alors justement, là nous sommes donc en 2021, nous vous parlons, et nous allons essayer de remonter le temps, et c'est quand même assez conséquent. Donc nous allons, si je ne me trompe, nous retrouver en 1908, 1909, voilà, 1910 carrément. Donc là, il faut bien se rappeler qu'on est au tout début de l'aviation, disons les pionniers sont encore à l'œuvre. On a commencé à voler à peine 7 ans plus tôt, 1903, les frères Wright, donc c'est quand même tout proche, mais ça progresse très vite. 1909, Blériot traverse la Manche, et puis ensuite ce sera Roland Garros, la Méditerranée, et puis on pense à la traversée atlantique, on va y revenir, mais disons qu'on est dans les tout débuts de l'aviation. Et il y a des gens qui voient très loin, et en 1910, il y a un projet qui apparaît pour faire un très grand aéroport proche de Paris. Alors ça, 1910, et le projet a un nom, ça s'appelle Aéropolis. Et ce projet finalement ne voit pas le jour. Il est prévu à l'est de la Nationale 2, dite route des Flandres, c'est-à-dire à l'opposé de ce qu'il est en réalité maintenant. Dans Blanc-Ménil, voilà, c'est ça. Donc il y a toute une installation qui est prévue, il y a des plans assez grandioses, avec une piste de 2000 mètres, enfin, bon, pour l'époque, en 1910, c'est grandiose.
Mais finalement, bon, ça n'aboutit pas. Et le Bourget est derrière, sur la commune de Dugny, tout ça, ça reste des champs. Donc, jusqu'en 1914. Ah, là, les événements se précipitent, parce que bien sûr, Première Guerre mondiale, et il est très rapidement nécessaire de constituer des réserves, parce qu'une grande part de l'industrie aéronautique française est dans la région parisienne. Donc, les militaires considèrent qu'il est utile d'avoir une espèce de centre logistique, on va appeler ça comme ça, et donc ils cherchent des terrains. Donc alors, ils en trouvent là, évidemment, à Dugny. C'est près de Paris, c'est très pratique, hein, c'est à 4 km des fortifications, comme on dit à l'époque. Hors antenne, je vous interromps, mais hors antenne, tout à l'heure vous me disiez, là il faut imaginer s'il y avait des champs, que des champs. Que des champs, avec au sud une petite rivière qui marque la limite, là, qui va être canalisée plus tard. Et donc les militaires trouvent ce terrain très utile et ils s'installent côté Dugny. Donc ils commencent à monter des hangars. Alors ce sont les fameux hangars en Bessonneau, c'est des hangars à montage temporaire, c'est-à-dire qu'avec du bois et de la toile, selon un plan, c'est une espèce de gigantesque tente de camping qui peut servir de hangar. Et donc on installe 5 puis 7 et ainsi de suite, ça continue à se développer pendant toute la guerre. Donc il y a d'abord un grand centre logistique, et ensuite ça s'appelle la réserve générale d'aviation. Et par ailleurs, les choses se développent assez mal pour l'armée française au tout début de la guerre de 14, et on commence à craindre que Paris ne soit à nouveau envahi par les Allemands, comme ça a été pendant la guerre de 70. Alors là, il y a un commandement qui est confié au général Gallieni, une unité militaire qui s'appelle le camp retranché de Paris. Alors le camp retranché de Paris comprend une partie aéronautique, donc on considère qu'il est important d'avoir des défenses aériennes basées près de Paris. Alors donc il y a un certain nombre de terrains qui sont recherchés, mais on vient très vite à nouveau au Bourget. Et là, il y a des matériels qui sont matériels de défense antiaérienne, c'est-à-dire des avions de chasse, on va dire pour simplifier. En réalité, c'est un peu feu de tout bois avec des avions divers et variés qui sont un peu bombardiers, qui sont un peu chasseurs. À l'époque, ça n'existe pas vraiment encore, un chasseur en 1914. Et puis, bon, ça va se développer pendant toute la guerre de 14, mais bon, les résultats ne sont pas si grandioses que ça, parce que qu'est-ce qu'on cherche à intercepter? Principalement des zeppelins au début, et puis aussi des bombardiers, des avions classiques. À la fin de la guerre, les Allemands mettront en place des bombardiers assez importants, les Gotha, par exemple, qui viennent survoler Paris et sa région et qui larguent des bombes. Alors évidemment, les autorités militaires font tout ce qu'elles peuvent pour éviter ça, mais en réalité, l'efficacité de l'ensemble n'est pas extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avertir les pilotes qu'il y a un danger qui approche, de quelle direction. Alors donc il y a tout un service de guet qui est organisé autour de Paris. Et donc une série de liaisons téléphoniques spécifiques sont mises en place pour résoudre le problème de la transmission de l'info le plus rapidement possible. Ensuite, on met les avions en l'air, mais les avions de l'époque ont des performances très très limitées, ça vole à peine à 100 à l'heure. Et pour rattraper un autre objet qui vole lui-même à 100 à l'heure, ce n'est pas d'une évidence criarde. Alors surtout quand en plus, ils font ça de nuit. Ils font ça de jour et de nuit. Donc il y a des raids allemands qui ont lieu le jour, il y a des raids allemands qui ont lieu la nuit aussi. Alors la nuit c'est encore bien pire, on sait à peine voler, et voler de nuit c'est beaucoup plus compliqué. On installe des génératrices sur les avions, on met des phares en dessous pour essayer de retrouver le terrain à l'atterrissage, on mettra en place un balisage simplifié, enfin tout ce qu'on peut. Avec des feux, oui, on met, on éclaire une partie de l'aéroport, et puis à la dernière minute, on met une ligne d'essence enflammée dans l'axe du vent pour indiquer au pilote dans quelle direction se poser. Donc c'est quand même très 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 léger, rudimentaire comme pratique, mais au résultat, il y aura pratiquement très peu d'interceptions qui seront réussies et qui aboutiront à ce que des avions adverses soient abattus. Et c'est encore pire pour les zeppelins, parce que les zeppelins opèrent principalement la nuit. Alors les avions sont équipés avec des canons. Il y a d'ailleurs au musée de l'air, il y a une cabine d'un avion qui est dotée d'un canon imposant, et qui permettait, en théorie, de tirer sur un zeppelin. Alors bon, ça n'a jamais marché, mais bon, on essaiera toutes sortes de choses, enfin bref, ça marche moyennement, mais il y a une forte pression sur les autorités militaires
Parce que les autorités civiles ne sont pas loin, le Bourget c'est près, hein, et donc ça veut dire qu'on est à 12 km de Notre-Dame ici. D'ailleurs on a une très belle vue sur la Tour Eiffel, sur Montmartre, etc., vue d'ici. Hein. Et donc ça inquiète énormément les gens qui... sont et la Défense, pardon, et on aperçoit la Défense. Et on voit aussi la Défense un peu loin derrière. Oui, oui. Donc on a, par belles conditions de visibilité, ici, on a vraiment une vue superbe. Et donc, le camp retranché de Paris, avec sa division aéronautique, ne donne pas des résultats grandioses. Hein. D'ailleurs, le corps sera dissous sur ordre de Clémenceau à la fin de la Première Guerre mondiale, alors que ses moyens sont considérables. Il y a plusieurs escadrilles qui sont installées là. Bon, c'est pas donc très très efficace, mais enfin bon, ça fait partie des moyens qui sont demandés aux militaires, parce que les civils du Parlement, les civils du gouvernement, tu vois, sont très inquiets de la présence éventuelle de bombardiers allemands au-dessus de leur tête, hein, bien sûr. Et donc Clémenceau, hein, c'est Clémenceau qui décide en août de 1918 d'arrêter ça, et donc les escadrilles du CRP sont théoriquement renvoyées au front. Bon, en fait, ça mettra un certain temps. Et en pratique, il n'y aura pas beaucoup d'escadrilles qui viendront combattre au front en partant d'ici, du camp retranché de Paris. La Première Guerre se termine, donc novembre 1918, bien sûr, et là, le terrain du Bourget, évidemment, voit son activité diminuer, mais pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que les avions militaires, qui sont les seuls à être autorisés à voler encore à ce moment-là, sont utilisés pour faire du trafic postal. Donc on prend des sacs postaux, on les met dans les avions militaires, et on va où? On va à Nantes, par exemple, pour aller distribuer le courrier aux troupes américaines, qui sont stationnées là-bas avant de repartir chez eux. Et puis on va aussi desservir des villes comme Mulhouse et Strasbourg, qui ont les voies d'accès vers ces villes ont été gravement endommagées pendant la guerre, et donc dans un premier temps on transporte le courrier de Paris vers ces villes-là par avion militaire. Et puis le temps passe, et en mai 1919, il y a un décret qui autorise à nouveau les vols civils. Donc, à ce moment-là, il y a aussi création du service de la navigation aérienne, et donc SNAE, comme on appelle ça, qui est confié aux ordres d'un militaire, un ancien militaire, qui est très connu pendant la Première Guerre mondiale, c'est le colonel Saconnet. Saconnet qui fait différentes inventions en faveur de l'aviation de reconnaissance, les ballons, etc., etc. Et donc Saconnet devient le patron du SNAE, et donc crée, ici au Bourget, un certain nombre d'infrastructures pour assurer les fonctions d'un aéroport. Le transport des civils. On vise à faire de ces installations qui sont disponibles, hein, on dit on va faire un aéroport civil. Alors, au début, il y a beaucoup de choses à faire, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de hangars, les fameux Bessonneaux en bois et toile sont déménagés rapidement. Il faut construire. Il faut construire. Donc on va construire de très beaux hangars, hein, et on va aussi construire une petite aérogare. Alors ça ressemble à un Algeco en bois, mettons 2 Algeco en bois, c'est l'aérogare du Bourget, avec devant un tableau sur lesquels les compagnies, il y en a au moins 3 à l'époque, qui mettent à la craie les heures d'arrivée et de départ de leur vol. Alors ça débute, le premier vol commercial, il n'a pas lieu par une compagnie française, c'est d'abord une compagnie anglaise qui arrive de Londres. Pourquoi? Parce qu'il s'avère très vite que le seul axe potentiellement rentable pour les compagnies aériennes, c'est l'axe Paris-Londres. Donc les Anglais arrivent en premier, ils ont 2 compagnies à cette époque-là qui démarrent. Il y a une ATT, c'est Aircraft Transport and Travel, qui se lance. Hein. Elles sont les premiers à faire un vol d'ailleurs, le 25 août 1919. Hein. Et il y a une deuxième entreprise qui se lance un peu plus tard, avec les deux avec du matériel militaire légèrement modifié. Et l'autre entreprise, c'est carrément un constructeur. Alors ça a aussi lieu en milieu anglo-saxon aux États-Unis, c'est-à-dire que des constructeurs d'avions se lancent dans le business du transport aérien, parce qu'ils essaient d'écouler leurs produits en quelque sorte, hein, pour faire un peu simplifié. Et donc c'est Handley Page. Handley Page qui est un très gros bombardier qui s'appelle le O400. Et donc ils ont réaménagé la soute à bombe en cabine passager, et ça peut carrément emmener 14 personnes. Donc, enfin, c'est pas mal quand même. Il faut trouver du monde pour monter dans ces avions-là à l'époque. Mais disons que ça débute. Et les Français créent aussi des compagnies. Hein. Il y a la compagnie des messageries aériennes, la CMA, qui s'allie avec Handley Page
et qui elle aussi a du matériel militaire réformé, enfin modifié, pas réformé, c'est des Breguet 14T qu'on transforme en salon, c'est-à-dire qu'il y a au moins 2 places devant à la place du mitrailleur, enfin bref, c'est assez artisanal tout ça. Et eux, ils commencent en septembre, le 16 septembre 1919, le premier vol toujours en échange sur Londres. Et puis il y en a une autre qui s'appelle la Compagnie Générale Transaérienne, qui elle, donc CGT, et la CGT, elle commence plus tard, toujours avec des Breguet 14, mais en novembre. Et donc tout ça avance doucement, il y a une augmentation progressive du trafic, et donc Saconnet, lui, est très efficace, très actif, et il va permettre la construction en 1921-1922 de très grands hangars, les hangars qui existent encore d'ailleurs en partie, c'est les hangars Lossier, du nom du monsieur qui les a conçus, et donc une première aérogare qui est conçue entre 1921 et 1922. Tout ça, ça sort de terre assez vite. Donc on a une augmentation importante du volume. Alors bon, ça reste encore des chiffres très faibles parce que, par rapport à ce qu'on connaîtra, mais clairement, le Bourget devient l'aéroport parisien du transport civil. Transport civil, ça concerne dans un premier temps par an que quelques centaines de voyageurs et quelques centaines de kilos de fret, principalement du trafic de poste. Alors justement, à ce titre de transport civil, au départ, il y a une hôtesse. Mais comme je l'avais lu, elle ne l'appelait pas hôtesse. Comme elle dit, elle était surtout là pour rassurer les passagers. Parce que finalement, beaucoup de passagers, pour qui c'était la première fois aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc elle leur montrait, paraît-il, ils décollaient, ils voyaient Anguin, ils voyaient le Gonesse, elle expliquait, mais vraiment pour rassurer. Absolument, oui, absolument. Alors certains, les premiers stewards et hôtesses, avait aussi pour fonction de passer en cabine avec un thermos pour distribuer du thé ou du café. Bon, c'était évidemment le tout début. Et bon, côté navigation aérienne, c'est pareil. Les lignes étaient censées débuter leur vol tous les jours, ou du moins à des horaires précis. Et la météo a aussi ses exigences. Avec les avions de l'époque, la mauvaise météo, c'était pas facile à gérer. Donc il n'est pas question de rentrer dans les nuages, ça commence comme ça. Donc il faut voler quelquefois très bas. Et de toute façon, en suivant les routes, les voies de chemin de fer, etc. Donc pour aller de Paris à Londres, il y avait la Nationale 2, puis après on allait prendre la voie ferrée qui était un peu plus loin, et ainsi de suite. Donc avec ça, on atteignait la Manche. Après la Manche, il y avait un bon moment où évidemment on ne pouvait pas faire autre chose que de tenir quand même vaguement un cap. Et puis après, on rattrapait un repère en Angleterre et on suivait la route, c'est pareil pour aller au Wellington, etc. Enfin bref, donc sur le terrain londonien approprié. Donc c'était vraiment très rustique. Et par mauvais temps, les gens se baladaient à la hauteur des arbres et des poteaux téléphoniques. Donc c'était vrai, parce que c'était pas possible plus haut. Et le problème, c'est que là, on va avoir le début du contrôle aérien, ça remonte, si je me souviens bien, à 1924, c'est-à-dire qu'il y a un avion qui descend de Londres, ils ont tous la même route, la même voie ferrée, la même route, etc. etc. Et puis un autre qui remonte de Paris vers Londres. Et ce qui devait arriver arriva, parce qu'ils étaient tous les deux très bas en hauteur, ils se sont rentrés dedans. Donc c'est la première collision aérienne d'avions civils, et donc après, on va commencer à se dire que pour raison de sécurité, eh bien, il est grand temps d'organiser un peu tout ça. Et donc on va commencer à parler de plan de vol, à dire que s'il y a un qui descend de Londres et un autre qui monte vers Londres à la même heure, c'est peut-être pas la meilleure idée, donc il faut peut-être synchroniser tout ça. Après on va penser à des dispositifs de phares, donc, qui permettront le vol de nuit d'une façon un peu régulière. Donc des phares comme en marine, c'est-à-dire des phares lumineux, tout bête, qui sont sur la ligne entre Paris et Londres. Et puis aussi après, bien plus tard, dans les années 30, on va voir ce qu'on appelle les radiophares. Donc on va commencer à développer tout un système de navigation aérienne qui va évidemment se développer au fil des années, mais pas seulement au Bourget. Mais très rapidement, on a ce qu'on appelle un phare de rappel, ici, qui est installé au Bourget, là, près des bâtiments qui sont actuellement occupés par les salles d'exposition ou salles d'examen qui sont là, qui sont propriété de Viparis, si je me rappelle bien. Et donc, là, il y a un phare de rappel. D'accord. Comment est-il ce phare? Alors, il est en haut d'une tour et c'est un phare à éclat qui transmet une lettre. Je crois que c'est N. Et cette lettre, donc, en morse, est envoyée en permanence par le phare. Donc, un aviateur qui est en l'air de nuit, il voit tout un tapis de taches lumineuses qui sont les éclairages publics, les maisons, etc. Mais tout ça sont des éclairages fixes. Donc, quand il voit un
phare qui clignote avec la lettre N, et bien là, il se dit ça doit être le Bourget. Et en général, près du phare en question, il y a une zone sombre, c'est-à-dire le terrain est toujours une zone sombre. À l'époque, il n'y a pas de balisage au sol, et donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'avion qui arrive, il y a une équipe qui sort avec une camionnette et qui va mettre une traînée d'essence sur la piste au bon endroit et à la bonne direction, parce qu'évidemment on cherche à se poser face au vent. Et sur un champ d'aviation, comme c'est encore le cas, oui, il n'y a pas encore de piste. Il n'y a pas encore de piste, c'est uniquement un grand terrain sans aucune piste. Donc les pilotes se posent comme ça, et puis donc ils s'approchent après de la zone de l'aérogare, et là les passagers embarquent et débarquent. En général, ça se passe tout près du point où ils viennent laisser leur bagage, parce qu'il y a un deuxième aspect à l'époque, on y pense moins de nos jours peut-être, mais c'est le côté douanier, police. Donc il faut que les gens puissent être pris en compte par les autorités, etc. Donc c'est pourquoi l'aérogare comprend ces services-là, bien sûr, également. Alors la tour de contrôle à cette époque-là n'existait pas encore. Non. Alors, ça viendra bien après. Voilà, ça viendra, d'accord. Donc les services de navigation aérienne, tout ça débute au milieu des années 20. Et petit à petit, tout doucement. Après, on va avoir des services de navigation aérienne de plus en plus étendus, avec des communications radio entre les équipages et le service du contrôle. Alors au début c'est en morse, d'où le fait qu'il faut qu'il y ait un radio à bord. Donc, et puis après on viendra, mais bien plus tard, à ce qu'on appelle la phonie, c'est-à-dire qu'on parle à la radio comme on parle au téléphone. Mais ça c'est bien après, dans les années 50. Donc là, nous sommes encore dans des avions à hélice. Oui, ici, bien sûr, tout à fait. Oui. Alors non seulement à hélice, alors là c'est un autre aspect des choses, c'est que les compagnies qui sont de plus en plus nombreuses, et puis il y a une concurrence assez raide entre les Anglais, les Français, puis après il y en a d'autres qui arrivent, il y a les Allemands, etc. Donc ces compagnies s'équipent avec ce qu'elles pensent être le meilleur pour le fonctionnement de leur exploitation. Alors bon, les Anglais achètent des avions anglais, les Français achètent des avions français, les Allemands, etc. Donc on a à ce moment-là, dans les années 20-30, les compagnies aériennes peuvent être considérées un peu comme les vitrines de l'état de l'industrie aéronautique du moment. Et en France, c'est pas brillant. Les constructeurs, Farman, Blériot, Latécoère, etc., restent bloqués sur la technologie bois à étoile pour construire leurs avions. Les moteurs, s'améliorent tout doucement, mais au début, dans les années 20, c'est vraiment pas terrible. Donc, on organise un concours. Dans les années, enfin même plusieurs, les années 20 à 25, il y a des concours d'avions de ligne. Alors, qui sont organisés par différents organismes, dont l'Aéroclub de France d'ailleurs. En 1921, c'est le premier à le faire. Donc, on fait des épreuves. Alors, il faut décoller l'avion, faire un 8 au-dessus du terrain, c'est-à-dire faire 2 virages à contresens, et puis couper un moteur, pour voir si l'avion tient encore en l'air. Il faut faire, sur la première épreuve, il faut faire un Paris-Lille. Et puis après, il faut aller faire un Paris-Pau. On se pose à Pau. Et après, on revient. Et donc, tout ça montre que les avions ont un mal fou à le faire. Parce qu'il y en a plusieurs qui se présentent, mais enfin, quand je dis plusieurs, plutôt de l'ordre de 4 ou 5. Et il y en a un qui arrive, quoi. Et encore. Et donc, il y a beaucoup de casses, quoi. Bon, il n'y a pas toujours de victimes, mais enfin bon, la fiabilité n'est pas là. Et après, quand on voit arriver, même à la fin des années 20, ce que sont capables de faire les concurrents, par exemple Fokker, qui lui aussi fait du bois étoile. Donc Fokker, la KLM, qui existe encore aussi, la KLM vient avec des Fokker, bien sûr, en constructeur national. Et donc là, on voit que les Fokker sont plutôt pas mauvais, quoi, comme avion. Malgré leur technologie, eux aussi, assez ancienne. Mais surtout, ceux qui sont impressionnants à l'époque, ce sont les Allemands, qui commencent à construire des avions en métal. Et on en a dans le hall entre-deux-guerres, avec les fameux Junkers, de versions successives, qui, eux, sont d'une technologie révolutionnaire pour les Français. Alors, là, il n'y a pas photo, c'est-à-dire qu'on utilise du duralumin. Le duralumin est utilisé en premier en aéronautique pour les structures internes des dirigeables. Donc c'est un dérivé de l'aluminium, c'est un alliage d'aluminium, et donc c'est léger. Et les Allemands font des avions totalement métalliques. Nous, en France, on est dans le bois étoile classique, mais surtout, on ne progresse pas du tout non plus dans le domaine de l'aérodynamique. Donc on a des avions, alors le sommet, c'est au milieu des années 20, c'est le Jabiru de Farman. Alors là, c'est
il est laid, l'avion, et il est inefficace. Donc bon, voilà. Et donc on accumule progressivement dans les industries françaises. Donc à l'époque, les compagnies aériennes françaises sont équipées avec du matériel qui est de plus en plus déclassé. C'est bien dommage, hein. Il y aura des tentatives efficaces un petit peu plus tard, à la fin des années 30, mais dans un premier temps, c'est pas grandiose au niveau technique et au niveau coût d'exploitation. Finalement, on en reste pour les compagnies aériennes françaises avec une bonne part de ce qu'on appelle les Farman Goliath. Alors, il y en a le fuselage d'un des Farman Goliath oui, donc les qui est conservé aussi dans le hall entre-deux-guerres du musée. Ouais. Et Farman Goliath, qui est un avion biplan, pour étoile, un avion assez imposant, il pouvait embarquer aussi lors de la dizaine de passagers. Il y avait une espèce de porte à l'avant du fuselage. Alors c'était très haut parce que c'est un avion qu'on appelle un train classique, c'est-à-dire qu'il y a une petite roue à l'arrière, 2 roues principales sous les ailes. Et l'arrondi devant. Et l'arrondi devant, voilà, c'était. Ça fait penser à une porte à rouleau. Oui. Et donc là, il y a 2 portes qui s'ouvrent, les passagers rentrent par là, donc il faut un escabeau non négligeable pour arriver là-haut. Et puis donc, c'est l'heure où on commence à être pris en compte par le PNC. Le PNC, donc l'hôtesse et la steward qui dit messieurs, dames, asseyez-vous. Siège en rotin, oui, voilà, pour faire léger. Les ceintures de sécurité, on y pensera une autre fois. Et au milieu de la cabine, on peut voir pratiquement les pieds du pilote, parce qu'il est assis en surplomb au-dessus du fuselage. Oui. Donc son poste de pilotage est pour la partie inférieure dans le haut de la cabine et pour la partie supérieure au grand air. Donc parce que dans les années 20, il est indispensable d'avoir le nez dehors avec le serre-tête et les lunettes pour voler correctement. Sinon, ça ne va pas le faire. Et on viendra à l'idée d'avoir un cockpit fermé, mais bien plus tard. Mais alors, quand il y avait mauvais temps... le pauvre pilote, il baissait ses lunettes et puis il avait le visage piqué par la pluie. Enfin bon, il y avait quand même un petit pare-brise devant lui quand même, qui lui permettait... Mais bon, il était équipé d'une robuste veste et d'une bonne petite laine, hein, parce qu'il ne faisait pas toujours chaud dehors. Hein. Les passagers, c'était pas beaucoup mieux, parce qu'on ne pouvait pas chauffer l'avion, comme l'air arrivait depuis le poste de pilotage. Eux aussi gardaient leur manteau, hein. Il n'y a pas de souci à ce sujet-là. Donc, un autre détail qui est souvent mentionné, c'est le fait qu'on vole bas, on vole lentement, donc les vols sont relativement longs, même pour aller à Londres, hein, ça peut prendre plusieurs heures. Quand il n'y a pas de panne, et quand il n'y a pas de panne, il y a toujours de la turbulence. Hein. Quand il fait beau, il y a des petits nuages qu'on appelle des cumulus, ça ressemble à des petits choux-fleurs qui sont placés dans les cieux, mais en dessous, ça bouge. Hein. Donc, le sac vomitoire est un appareil indispensable à bord. Il ne faut pas l'ignorer, et quand il fait mauvais, avec de la turbulence liée au vent, etc., c'est bien pire. Donc, il fallait quand même un certain moral pour être passager à l'époque. Hein. Il y a quand même des gens qui aimaient bien se faire photographier en embarquant en avion pour aller à Londres, mais c'était... disons, ça restera longtemps comme ça. Hein. Les passagers des compagnies aériennes, c'est le 1% supérieur des revenus de la société. Hein. Je veux dire, c'est le showbiz, l'industriel, le diplomate, etc. C'est un public très très rare. D'où le fait que ces compagnies ne sont pas rentables, et de loin. Donc, chaque État trouve une formule pour assurer la survie de ces compagnies, parce qu'on considère très tôt que c'est une ressource stratégique. Donc, en France, on fait des primes. Alors, il y a des primes au kilomètre. Donc, la compagnie, dès qu'elle vole, elle gagne un peu d'argent. Elle équilibre ses coûts. Mais bon, c'est pour la grande fortune. Chez les Anglais, c'est beaucoup plus sauvage. Hein. Il faut gagner sa vie en vendant ses billets. Hein. Donc, les compagnies, beaucoup disparaissent. Il y a des fusions, etc. Et la fameuse Handley Page va devenir progressivement Imperial Airways. Et chez nous, on aboutira plus tard à Air France. Hein. Donc, les années 20 voient une augmentation progressive du trafic, aussi bien passager que fret que poste. Alors, la poste aussi, c'est une façon de subventionner les compagnies, parce que donc on confie des sacs postaux aux avions et le prix payé est assez élevé. C'est pas vrai qu'en France, hein, même aux États-Unis. Hein, il y a une loi qui fait qu'aux États-Unis, les compagnies qui transportent de la poste sont grassement payées. De par la loi, quoi. Je veux dire, c'est organisé à l'échelon de l'ensemble de l'État. Donc, tout se développe. Il y a de plus en plus de destinations qui sont servies. Hein, Bruxelles, Genève, Prague, Varsovie. Hein, de ça, c'est dans la bande 1921-1924. Hein. Et puis, chez nous, comme chez les Anglais, hein, il y a des fusions. Hein, il y a une
compagnie qui s'appelle Air Union, qui naît de la fusion entre CMA et puis Grand Express Aérien. On voit arriver aussi d'autres concurrents, par exemple KLM, qui arrive en 1923 au Bourget, avec ses fameux Fokker F3. Et on voit même arriver des raids. Et là, par exemple, on voit arriver un jour un Douglas. Et donc, Douglas, c'est un nom totalement inconnu en France. Et le Douglas en question, eh bien, il fait un tour du monde. Mais il se pose au Bourget. Et ça se passe en 1924. Donc, ils sont partis de Seattle, quand même. Donc, ils font un grand périple. Mais ils sont partis à plusieurs avions, et il y en a qui se posent aussi au Bourget. Ils sont partis de Seattle un 4 avril, ils arrivent au Bourget un 14 juillet quand même. C'est un grand vol. Mais avec les avions de l'époque, on va vraiment pas vite. Alors, quand je parlais de développement du transport aérien, on a entre 1925 et 1933 un triplement du trafic passager. La poste a été multipliée par 50. Donc on voit vraiment que c'est une source de revenus importante pour les compagnies. Et le fret, lui, est augmenté de 75%. Donc ça bouge. Et donc, il y a même des nouvelles liaisons, je vous le disais tout à l'heure. Il y a par exemple une autre en 1926, c'est le Paris-Berlin, et qui est fait avec un Farman Jabiru d'un côté et par un Junker G24 de l'autre. Alors là, on voit, quand on les voit tous les deux sur le parking, il n'y a pas photo pour savoir qui a la meilleure technologie. L'Aéropostale aussi, justement. À ce moment-là. Alors, c'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire qui ne débute pas au Bourget. Non, elle ne débute pas au Bourget. Elle débute à Montauban, à côté de Toulouse. Voilà, Toulouse. Alors, la compagnie aérienne Latécoère, les lignes aériennes Latécoère, Latécoère, c'est un visionnaire qui est d'abord un industriel, un ingénieur à l'origine, et qui dit que un jour on transportera des passagers par avion. Donc, il commence en utilisant des avions qui sont produits par lui sous licence des Samson. Il a construit une usine. À l'origine, il fait du matériel ferroviaire, la Latécoère à Toulouse. Et donc, il fait des avions sous licence, et puis après, il fera ses propres avions, les avions Latécoère. Et il crée, donc tout de suite après la guerre, les lignes aériennes Latécoère. Alors lui, l'idée, c'est de desservir l'Espagne, le Maroc, puis après, avec l'idée de desservir l'Amérique du Sud. C'est ce qu'il fera. Donc ça deviendra l'Aéropostale. Toujours sur Radio IDFM, vous êtes dans la rubrique Aéronautique et Marine, présentation Catherine Loubet, et nous remontons le temps depuis la tour de contrôle historique de l'aéroport du Bourget. Notre invité, Monsieur Alain Roland, président de l'AMA, des Amis du Musée de l'Air et de l'Espace. Certains pilotes qui ont fait partie de l'Aéropostale partaient du Bourget pour rejoindre... C'est autre chose. Non, mais pour rejoindre Toulouse, justement. Aussi. Oui, alors bon, disons que quand il y aura la fusion Air France, qui est bien plus tard, on y inclura l'Aéropostale, qui entre-temps s'est effondrée en faillite. Bon, il y a eu un scandale politico-financier qui a fait qu'au moment où Air France est constituée, l'Aéropostale ne peut pas être rattachée tout de suite à Air France parce qu'elle est dans une situation juridique qui n'est pas encore finie. Donc finalement, tout sera rattaché à l'Aéropostale, de l'Aéropostale à Air France. Mais bon, au départ, c'est donc une histoire toulousaine, plutôt ça. Et bon, quand Air France sera constituée, il y aura effectivement progressivement transfert vers le Bourget. Mais au départ, Air France est tout petit, c'est 20 lignes, dont 8 au Bourget. Donc, à part ça, le Bourget, l'expansion du trafic aérien, c'est effectivement de plus en plus important. Aussi, les hangars sont augmentés en nombre et tout. Et lorsqu'on arrive en 1937, il apparaît une exposition universelle. Et là, on décide qu'il faut construire une aérogare digne du rang de Paris pour cette fameuse exposition universelle. Donc on va construire ici, confier au dessin et aux ordres de l'architecte Labro, donc l'aérogare du Bourget, que nous connaissons encore, où se situe actuellement le musée de l'Air. Et donc ça c'est 1937. Sauf que, pour des raisons diverses, ça n'a pas si bien marché que ça l'affaire. L'exposition universelle a lieu au printemps 1937 et on inaugure l'aérogare en novembre 1937. Enfin bon, ça fait partie des détails, mais disons que c'est Art déco, c'est superbe et vraiment c'est un très bel ouvrage à c'est magnifique. Oui, et donc il a été rénové
par le musée de l'air, en commençant par la salle des Bicolonnes, qui est la grande salle monumentale d'entrée. Puis les deux ailes ont été restaurées, et ultérieurement, et qui contiennent maintenant la galerie des pionniers, et puis à côté la galerie de la Première Guerre mondiale. Donc voilà. C'est très lumineux en plus. Il y a une verrière. Très lumineux, c'est oui. très lumineux. La salle des Bicolonnes est magnifique. Ça a complètement changé. Ça a été reconstitué en l'état de 1937, Ouais. et c'est vraiment magnifique, c'est très très beau. Et puis en plus, le musée à l'intérieur a rénové les choses magnifiquement, donc c'est vraiment, on peut que recommander la visite. Bien Donc sûr. cette tour de contrôle, elle est de 1937 au départ. Et voilà, elle est au milieu de l'aérogare, Oui. et elle est en avant sur les parkings, Oui. et elle domine évidemment les parkings qui sont juste devant. Hein. La tour regarde vers le nord, et donc les parkings sont devant. L'aérogare, elle est grosso modo nord-sud, et donc au milieu, dans l'axe de la salle des 8 colonnes, eh bien, il y a la tour de contrôle, donc où nous sommes maintenant. Nous sommes. Alors, est-ce qu'on peut. On reviendra après, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu justement de la raison? Vous savez, quand on est dans une tour de contrôle, ou même quand on voit dans les films, hein, les vitres ne sont pas droites, elles sont légèrement obliques. Oui. C'est pour éviter les reflets, hein, pour les gens qui sont à l'intérieur. Donc il y a tout un système de rideaux qui permet aussi de lutter contre le soleil. Parce que bon, le but pour les gens qui sont là, ce qu'on appelle la vigie, hein, dans les tours de contrôle, c'est qu'ils voient bien ce qui se passe sur le terrain. Hein. Donc la vigie est là pour fonction de prendre en compte les avions qui sont au roulage vers le décollage, hein, sur une des pistes, et puis éventuellement de les aider au roulage. Alors c'est pas forcément le même contrôleur qui s'occupe de tout à la fois. Sur un très grand terrain, c'est divisé en 3 niveaux. Mais disons que le but de la vigie, c'est de regarder dehors et de donner les autorisations d'atterrissage et de décollage. Donc ça, la tour, la fréquence tour, ce qu'on appelle la tour, a cette fonction-là. Donc suivi des avions qui sont immédiatement au voisinage de l'aéroport. Et dans certains cas, juste après l'atterrissage ou juste avant le décollage. Sinon, il peut y avoir transfert vers une fréquence sol qui concerne que les roulages au sol. Hein. Donc ces gens-là, ils doivent bien voir ce qui se passe dehors. Bien sûr. Alors la pluie également. D'ailleurs, le temps que nous parlions, la pluie est tombée. Oui. Et aucune trace maintenant sur les vitres. Les gouttes d'eau restent en bas des vitres, donc ça permet aux contrôleurs d'avoir une très belle visite, même par temps moyen. Quoi. Alors évidemment, là, actuellement où nous sommes, c'est vide. On peut imaginer qu'il y avait là toutes les machines, si on peut dire, le tableau de bord avec des radars. Pour une vigie, oui, c'est ça, il peut y avoir des radars. Enfin, dans les tours actuelles, il y a des radars. Oui. Donc, en fait, dans une tour comme à Roissy, il y a 2 choses très différentes. Il y a ce qu'on appelle les salles IFR, hein, c'est-à-dire les salles qui sont uniquement radars, sont des salles aveugles, hein, qui sont au sol ou en sous-sol, et les salles donc avec visibilité sur le terrain, et donc c'est 2 fonctions différentes. Les salles IFR, donc c'est pour les avions qui sont en approche ou qui sont au départ. Donc là, les contrôleurs ne travaillent qu'au radar, et assure les arrivées et départs. Alors c'est un boulot assez pointu, hein, stressant. Particulièrement dans la formation d'un contrôleur, hein, on part d'une fréquence où on est avec la vue du terrain, donc fréquence sol, voire même avant ce qu'on appelle la fréquence prévol, fréquence sol, puis après tour, donc ça dans la progression professionnelle, on arrive à ça, et puis après on va en salle, parce que la formation de base est la même, et d'ailleurs faite à Toulouse et à l'ENAC, et donc ensuite, les gens vont dans la salle IFR. Alors la salle IFR, d'abord, ils vont faire ce qui est le plus facile, c'est-à-dire les départs. Les départs, parce que les avions divergent, hein, donc c'est relativement facile à gérer. Ils viennent de décoller, ils sont transférés de la fréquence de la tour à la fréquence départ, justement. Et donc là, il y a un contrôleur dans la salle IFR qui prend en compte ces avions au départ. Et le top du top de la formation, enfin donc, quand les gens ont un peu de bouteille et la formation qui va avec, hein, ils ont une formation sur place, hein, à leur poste, donc là, c'est les fréquences arrivées. Alors là, ça se complique très sérieusement, parce que là, c'est l'inverse. Hein. Là, les avions rentrent dans un entonnoir, et il faut les amener en cadence bien régulée face à la piste, qui est en service ce jour-là. Toutes les 2 minutes. Alors oui, et puis ça veut dire qu'il faut gérer des avions qui ne vont pas forcément à la même vitesse, qui ont des tailles différentes. Ça a une importance, pourquoi? Parce qu'un gros avion fait beaucoup de turbulences, donc il ne faut pas qu'il soit suivi de trop près par un avion plus petit. Donc les contrôleurs doivent tout gérer, tout ça.
Les arrivées, il y a des heures où il y en a plus, il y a des heures où il y en a moins, et puis les espacements, tout ça, ça doit être géré en temps réel. Il n'y a pas d'ordinateur qui parle. Et puis des incidents aussi, ils doivent gérer les incidents. Ah bah oui, bien sûr, et un des plus classiques d'incidents, enfin c'est pas un incident, mais disons que ça augmente gravement la charge de travail des équipes à ce moment-là, c'est par exemple les situations à orage. Donc là, vous avez ce qu'on appelle les cumulonimbus, plus communément appelés cumulonimbus, qui commencent à pousser partout autour de la région. Et puis là, les belles trajectoires officielles prévues pour un jour normal, entre guillemets, eh bien, doivent être amendées sur demande des pilotes et tout. Enfin, ça devient une charge de travail très très complexe à gérer. Et donc, là les contrôleurs sont vraiment au taquet. Il y a un cas où ça peut paraître, dans le monde moderne, ça peut paraître beaucoup plus inquiétant pour les passagers, c'est le brouillard. Mais en fait non, on a des moyens automatiques très sophistiqués maintenant qui permettent aux avions de se poser sur les terrains bien équipés en configuration brouillard. Et là pour les contrôleurs, pour le coup, c'est plus calme, parce qu'il y a un espacement plus important entre les avions pour assurer un meilleur guidage radioélectrique. Ah ben non, l'espacement est toujours fait par les contrôleurs. Non mais davantage, Ah ben c'est pas compliqué, on tombe la capacité horaire du terrain de moitié. Non mais c'est ça, voilà, je veux dire c'est automatique dans le sens, dès le moment où il y a du brouillard... On passe en configuration ce qu'ils appellent LVP, Low Visibility Procedures. Et donc en configuration LVP, les espacements sont beaucoup plus importants, donc on tombe la moitié. Alors donc ça veut dire que les avions qui sont prêts au décollage, par exemple à Francfort ou à Londres, ils restent au sol. En attendant que Roissy puisse les prendre. Donc ce qu'on appelle les créneaux de décollage, donc sont communiqués aux équipages au départ. Alors, les avions qui sont en l'air, si le brouillard arrive comme ça soudainement, là c'est la tuile, personne ne le prévoit, des fois ça complique un peu les choses aussi. Ou alors ils doivent tourner, et voilà, ou alors aller plus loin. Et sinon ils déroutent, enfin c'est pas déroutement, ça s'appelle dégagement. Déroutement c'est quand ça se passe en croisière, mais au cas où, il y a un aérodrome de dégagement qui est prévu. Donc l'idée c'est que il faut anticiper un maximum les choses. Donc quand il y a des conditions proches du brouillard, par exemple conditions automnales, beaucoup d'humidité, il a plu, peu de vent par exemple, et puis voilà, les brouillards apparaissent. Donc ça les météos quand même savent bien prévoir ces choses-là. Donc les pilotes qui préparent leur vol pour une région où il y a une menace de brouillard importante, la météo leur fait savoir, et donc après à ce niveau-là, les équipages prennent des réserves de carburant supplémentaires pour atteindre un dégagement sûr, parce que ça sert à rien d'avoir un dégagement à 30 km si vous êtes dans les mêmes conditions de brouillard. Par exemple, si le brouillard est installé à Roissy, à Orly, c'est pas forcément mieux. Alors, rarement en fait. Mais donc il faut être prudent, et donc c'est le boulot des équipages de savoir gérer le carburant en conséquence. Et la neige et le verglas. Ça, c'est une autre histoire. Oui, parce que là, le gros problème de la neige et du verglas, c'est que là, tout est fonction du niveau d'équipement du terrain. Alors, si vous êtes à Helsinki, à Stockholm ou à New York, a priori, les déneigeuses, il y a ce qu'il faut. Et les gens qualifiés pour s'en servir. Donc ça, alors que sur des terrains comme, par exemple, à Paris, les déneigeuses, elles servent une fois tous les 5 ans. Oui. Donc les gestionnaires de l'aéroport de Paris ne surchargent pas leur hangar de déneigeuses. Donc le jour où ça arrive, ça se complique un peu. D'autre part, il y a un autre aspect aux choses, c'est opérationnellement parlant, un avion ne peut pas décoller couvert de neige, ni de glace, évidemment, a fortiori, parce que ça déforme les profils, ça alourdit les ailes, etc. Donc il faut absolument décoller avec des avions propres. Donc ça veut dire qu'il faut dégivrer. Alors, il y a des installations spéciales qui sont prévues pour ça, qui envoient avec des jets à haute pression un mélange d'eau chaude et de produits anti-givre, qui balayent les ailes des avions, les fuselages, etc., de manière à ce qu'ils soient propres. Et en fonction des conditions, on a de quelques minutes à un gros quart d'heure, 20 minutes, pour décoller après l'opération de déneigement. Oui. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Oui. Donc en général, ça se termine par des retards, etc., parce que c'est pas simple du tout. Donc d'intégrer dans les opérations aériennes ce passage par la station de dégivrage. Donc là encore, les compagnies essayent d'anticiper, mettent en service les moyens nécessaires, ou les aéroports mettent en service les moyens nécessaires par anticipation. On n'appelle pas les gens chez eux à 6 h du matin en disant « Oh, finalement il y a de la neige, est-ce que tu peux venir ?» Non, ça a été prévu depuis la veille, généralement. Donc c'est tout un travail, mais bon, c'est fonction du terrain. Il y a eu un épisode neigeux il y a quelques années à Nice,
on devine que ça compliquait la énormément l'exploitation de l'aéroport pendant 3 jours, sans qu'il y ait vraiment de réponse autre que d'attendre que ça fonde. Donc voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent. Donc, mais tout ça pour dire que dans l'environnement contemporain, on peut gérer quand même. On peut gérer. Mais à l'époque, alors là, si on revient maintenant, justement. On arrêtait de voler. Là, oui. Sous la neige, on ne peut pas voler. Non, voilà. Donc, déjà qu'on a appris, donc, au début des années 20, à voler de nuit, ce que savaient faire les militaires pendant la guerre de 14, quand même. Mais de plus en plus, d'une façon un petit peu outillée, je dirais, c'est-à-dire avec des moyens de navigation, d'abord les phares, puis les radiophares, dont on parlait tout à l'heure. Donc là, petit à petit, tout ça s'est amélioré. On est arrivé aussi à des systèmes de radio spéciaux qui permettent aux avions de descendre vers la piste directement, ce qu'on appelle les ILS. Ça, les grands terrains ont ça automatiquement. Le projet, voici, Orly, tout ça, c'est équipé avec ces fameux ILS spéciaux d'ailleurs. Il y a plusieurs niveaux de qualité dans les ILS et dans les meilleurs, ce qu'on appelle 4.3, c'est des ILS qui sont extrêmement précisément installés, contrôlés, secourus, etc., etc. Quand j'entends par secouru, ça veut dire qu'il y a une alimentation électrique de secours sur les antennes. Et donc tout ça monte en gamme à mesure qu'on va vers la 4.3, il y a 4.1, 4.2, 4.3, et donc en 4.3 on amène un Airbus A380 avec 100 mètres de visie sur la piste. Alors justement, j'ai repensé tout à l'heure, par vraiment temps infernal, avec très très peu de visibilité, est-ce que on atterrit avec pilotage automatique? Oui. Voilà. Pour cette génération d'avions, à partir des années, disons des années 80, on installe sur les avions de ligne des pilotes automatiques de plus en plus sophistiqués qui permettent justement cette approche par temps de brouillard. Et donc là, alors côté aéroport, c'est redondant, il y a des systèmes de contrôle permanent de la qualité du signal, des redondances quant à l'alimentation électrique. Et à bord, c'est pareil, c'est redondant, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un pilote automatique qui fait une approche dans ces conditions-là. Il y en a au moins 2, voire 3, ça dépend des avions, des générations, enfin on ne rentre pas dans les détails, mais disons qu'il y a là aussi un niveau de redondance très très pointu. Et bon, avec les pilotes automatiques modernes, même déjà depuis longtemps, Concorde était équipé d'un atterrissage 4.3, donc temps brouillard, Concorde pouvait arriver. Donc le 747 à l'époque pouvait aussi, dans certaines compagnies, par exemple les Britanniques avaient l'équivalent pour leur 747, parce qu'à l'époque Londres avait des conditions de brouillard plus fréquemment qu'à Paris. Oui, c'est sûr. Nous revenons donc vers les années 20. Oui, si vous permettez, nous allons peut-être évoquer, c'est pas peut-être, nous allons évoquer maintenant les événements, les grands événements. Et le Bourget en a connu de nombreux. Voilà. Alors, dans les années 20-30, il y a de nombreux raids, ce qu'on appelle à l'époque, c'est-à-dire il y a des gens qui partent pour des vols très longs. Alors là aussi, dans l'industrie française, ça permet d'obtenir pour les avionneurs et puis aussi pour les pilotes, des primes qui sont versées par la République. Et donc, bon, voilà, c'est très pratiqué, puis ça permet aussi de donner une bonne image de l'industrie française. On n'est pas les seuls à le faire, les Allemands, les Américains, tout le monde fait des raids. Juste avant la guerre de 14, 1913, Roland Garros traverse la Méditerranée. Et donc, il est clair qu'on visera après l'Atlantique, nord ou sud, enfin, on vise les grandes traversées océaniques. Alors évidemment, la guerre de 14 arrête tout ça, et ça repart immédiatement après, c'est-à-dire que donc il y a des tentatives qui sont faites par les Américains, par les Britanniques, etc., pour traverser l'Atlantique. Bon. Dans le hall entre deux guerres, vous avez tout un îlot qui est consacré à ces tentatives de traversée. Et le Bourget était aussi, à ce sujet, un aérodrome historique. C'est-à-dire que partent du Bourget de nombreux raids à très grande distance, donc dans ces années 20-30. Et alors évidemment, il y a quelques événements absolument marquants. Le premier, c'est le départ de Nagesserit-Colli, avec l'oiseau avec blanc. le fameux oiseau blanc, qui part du Bourget pour aller à New York. Avec un avion Levasseur. Oui, c'est ça, Levasseur P8, qui est bon gros biplan. Ils avaient même allongé, si je ne me trompe pas, le moteur à l'avant pour mettre les bidons. Enfin, oui, l'avion est vraiment ce qu'on appelle un avion de grand raid, c'est-à-dire que les réservoirs sont énormes pour l'avion. Je crois me rappeler, c'est de l'ordre de 3000 litres sur cet avion-là. 4000, j'ai lu. Mais bon, oui, c'est possible, je ne me rappelle plus bien, mais ce sont vraiment des réservoirs volants. Et puis il y a dedans, là,
en l'espèce, c'est 2 membres d'équipage, qui étaient Nagesser et Colli. Oui. Alors, Nagesser, c'est un héros de la guerre de 14. Oui. Et c'est un monsieur qui est titulaire de 43 victoires officielles, qui a été blessé 17 fois, Oui. qui est couvert de décorations. Téméraire. Oui, alors c'est un personnage assez, assez haut en couleur, on va dire. Et bon, après la guerre, beaucoup des gens qui ont été à ce niveau-là dans l'aviation de chasse sont un petit peu mal, parce que bon, les médecins étudieront ça bien après, en disant bon, les gens qui ont été habitués à des doses d'adrénaline à ce niveau-là finissent par avoir du mal à s'en passer. Donc il faut toujours faire quelque chose d'un petit peu plus tendu, un peu plus risqué. Et puis bon, certains se lancent dans des opérations diverses et variées qui ne sont pas toujours très rentables, etc. Enfin, bon, pour dire les choses communément, ils tirent le diable par le tuyau. Et donc Nagesser et Colli partent dans des conditions qui ne sont pas idéales. La météo n'est pas si mal que ça au départ, mais bon, ils savent qu'ils risquent d'avoir du brouillard plus loin sur l'Angleterre, etc. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas voler au-dessus du brouillard, mais ça veut dire qu'en cas de panne, ils sont fichus. Donc bon, après, le risque aussi, c'est aussi la neige, parce que bon, ça se passe en mai, 1927. Le 8 mai. Bon, il peut y avoir, sur le Canada, la météo n'est pas forcément très sympa, même encore au mois de mai. Donc bon, ils partent un peu... disons, un peu acculés, quoi, parce que financièrement, tout ça. Oui, il fallait partir. Il fallait qu'ils partent. Et ils partent donc avec cet avion. Donc Nagesser le pilote et François Colli le François Colli, qui est un officier de marine à l'origine, sont des héros de guerre, tous les deux. Et donc ils avaient pourtant tout bien calculé quand même. Ils avaient fait une préparation de vol qui était quand même assez solide, mais bon... donc ils ont très peu dormi, ils étaient au Bourget en face. D'une part, puis d'autre part, il ne faut quand même pas oublier que Nagesser, 17 blessures de guerre, il n'était pas dans une santé éclatante. Et à un moment donné, d'ailleurs, il est dans sa petite salle de repos, il dit à tout le monde, là, il y avait les mécaniciens, les journalistes, il dit, messieurs, vous allez maintenant sortir, je vais être inspecté par mon médecin. Alors en fait, il avait un médecin soigneur, qui lui a fait quelques piqûres pour l'aider à tenir le coup, etc. Il a massé et tout. Enfin, il était en permanence avec Nagesser, ce médecin. Il lui avait sauvé la vie pendant la guerre. Donc, Nagesser n'était pas dans un état physique exceptionnel. Bon, pour dire les choses en termes contemporains, on dirait qu'il n'avait pas la visite médicale d'aptitude de navigant, c'est clair. Bon, mais voilà, c'était Monsieur Nagesser, héros de la guerre de 14, donc bon, très bien. Et puis ils partent donc le 8 mai. Là. Et alors ici, il y a une pièce intéressante. Ils partent, mais alors ils sont habillés, apparemment, parce qu'ils savaient qu'ils auraient le froid, parce que leur appareil n'a pas de cockpit. Non, c'est pas fermé. Cockpit ouvert. C'est cockpit ouvert. Donc ils se sont, paraît-il, habillés avec des tas de laine, de lainage, et par-dessus leur grand... c'est une combinaison de vol en cuir. En cuir, un grand manteau, oui. Bon, c'est vrai que les gens qui faisaient ces raids-là étaient dans des conditions physiques extrêmement éprouvantes, parce que, bon, avion non chauffé, vol très long, très stressant, donc c'était vraiment physiquement très très dur. Puis allait-il décoller Alors déjà, ça commençait comme ça, parce que l'avion chargé, donc il a eu du mal à décoller. Mais il a fini par sauter la limite du terrain puis a décollé. Il a été accompagné jusqu'aux côtes de la Manche et puis après porté disparu. On n'a jamais su. Il y a eu ce fameux fake news, cette fameuse fake news de l'époque, une des premières grandioses, où on a annoncé en France qu'ils étaient arrivés à New York. Un journal a annoncé. Il a largué, d'abord ils ont largué le... Ah oui, alors ça c'est un autre aspect, oui, je voulais en parler. Il y a au musée de l'air conservé la seule pièce qui reste de cet avion, c'est-à-dire son train d'atterrissage. Le projet était quand même un peu tendu, c'est-à-dire que après décollage, ils larguaient leur train d'atterrissage principal. Il y avait un patin à l'arrière qui était très courant à l'époque sur ces avions-là, donc sur le bout de la queue, il y avait un petit patin qui traînait par terre, et puis les 2 roues principales. Et donc les 2 roues principales, ils les ont larguées après le décollage, c'était prévu comme ça. Et l'idée, le fond de l'avion était légèrement plan, pas vraiment comme un hydravion, mais enfin bon, il était prévu qu'il se pose dans le port de New York. Sans les roues, évidemment. Et donc, pour ça, il fallait en plus qu'il cale l'hélice à l'horizontale, parce que sinon, l'hélice, avec une pale basse touchant en premier, l'avion capotait. Donc, c'était pas la solution d'avenir. Donc, voilà, pour dire qu'un certain nombre d'hypothèses étaient très, très optimistes sur ce vol, quand même. Et puis, finalement, ils disparaissent, malgré la fausse annonce de leur arrivée, ils disparaissent. Alors, il y a plusieurs thèses. Certains pensent qu'ils se sont perdus dans la Manche, d'autres dans l'Atlantique.
Et puis enfin, il y a la thèse qui a été développée par une association, avec Bernard Depré, voilà, qui dit qu'ils ont été certainement... ils ont connu la fin de leur vol près de Saint-Pierre-et-Miquelon. Exactement. Selon cette thèse, mais très certainement, abîmée par, je dirais, descendu par les gardes de côte américains, qui pensaient avoir affaire à des trafiquants d'alcool. Parce que c'était la prohibition à l'époque. Voilà. Donc voilà, c'est la thèse. Mais enfin bon, pour le moment, aucun, parce qu'il y a eu des recherches de fait quand même, on a espéré retrouver le moteur, parce que tout le reste, évidemment, c'était du bois et de la toile, donc ça a été détruit au fond de l'eau. Par contre, le moteur, ça serait peut-être plus... si on arrivait un jour à retrouver le moteur, mais les recherches qui ont eu lieu avec le concours de la Marine nationale, pour l'instant, n'ont rien trouvé. Donc pour l'instant... À suivre, parce qu'il y a... oui. Non mais par contre, il se peut, pourquoi pas, c'est quand même intéressant, parce que, enfin, de toute façon, parce que s'ils sont tombés quand même là-bas, avec le poids de leurs habits, et ils se sont crachés dans un marais, apparemment, ils se seraient crachés dans un marais. Et ils sont noyés dans le marais. Et oui, parce qu'en fait, certainement, avec le poids aussi de leur avion, bien qu'ils aient peut-être tout consommé, mais en plus, comme Nagesser était lui aussi très faible, et comme le siège du pilote était un petit peu plus en avant, et celui de navigateur colis était pas à l'arrière, mais sur le côté, peut-être qu'ils ont essayé de céder, puis ils n'y arrivaient plus. Enfin, la fatigue, voilà. Non, mais c'est aussi... Et puis l'équipement, ils n'avaient même pas de gilet de sauvetage, c'était pas prévu à l'époque. Donc bon, que soient les causes, on leur rend hommage. C'est une tentative assez vaillante, et on bascule à cette époque des héros aux pros. C'est-à-dire que eux, Nagesser et Colli, ce sont des héros authentiques. C'est vraiment des gens qui se sont couverts de gloire pendant la guerre de 14 et qui ont fait cette tentative un peu à la limite